l'Observatoire Corail met en lumière les disparités entre les Outre-mer et l'Hexagone, et au sein de chaque territoire, vous reviendrez sans doute sur les difficultés à produire des indicateurs statistiques Outre-mer avec la même fréquence et précision que dans l'Hexagone, ainsi que leurs raisons. Alors, M. Guéry reviendra sans doute sur les efforts de l'Observatoire Corail pour combler les lacunes du panorama statistique. M. Hernandez et M. Kaufmann préciseront peut-être la nature des investissements consentis par l'INSEE pour améliorer la production de données. On pourrait citer récemment les démarches pour intégrer Mayotte dans l'indice des prix. M. Kaufmann pourra bien sûr nous faire des difficultés propres à Mayotte à la lumière de son expérience du recensement en cours. Vous l'avez compris, mes chers collègues, la production statistique est en elle-même un enjeu qui conditionne la bonne prise en compte de l'ampleur des inégalités dites systémiques entre l'Hexagone et les Outre-mer. Et au sein de chaque territoire, elle conditionne ensuite le bon calibrage des politiques publiques et leur évaluation. Alors, je précise qu'un questionnaire indicatif vous a été transmis en amont afin de mieux cerner nos premières interrogations. Mais avant de vous céder la parole, je vous rappelle que cette audition, est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Par ailleurs, un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible de peine prévue aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Donc, Monsieur Guéry, je vous invite maintenant à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Alors, je le jure de dire rien que la vérité, toute la vérité. Je vous remercie. Monsieur Hernandez, je vous invite également à prêter serment et dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je vous remercie. Monsieur Kaufmann, à votre tour, je vous invite à prêter serment, à dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Si vous le voulez bien, messieurs, vous pourrez en quelques minutes faire une brève présentation liminaire, 10 minutes maximum, après laquelle je céderai la parole à Madame la rapporteure, puis à messieurs et messieurs les commissaires pour vous poser des questions. Nous devons impérativement clore cette audition à 19h30. Je vous demande donc d'être aussi efficace que possible dans vos interventions et questions. Nous vous écoutons, Monsieur Guéry. Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre accueil et puis de m'avoir invité à cet échange. Alors, peut-être rappeler simplement d'où je peux parler, et puis l'Observatoire Corail. Alors, en fin de compte, ça fait maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années que l'Union nationale des CCAS et puis les centres communaux d'action sociale travaillent sur le développement de ce qu'est une des obligations légales qu'ils ont, c'est la réalisation d'une analyse des besoins sociaux. Cette analyse des besoins sociaux, elle concerne bien sûr tous les CCAS français, mais elle s'est développée depuis à peu près une vingtaine d'années dans le cadre des CCAS ultramarins. Alors moi, j'ai la chance de les accompagner depuis 2002. Je travaille avec les CCAS ultramarins pour la réalisation notamment de cette analyse des besoins sociaux. J'ai beaucoup travaillé aussi pour les conseils départementaux, collectivités territoriales, mais aussi dans le cadre de la politique de la ville, qui est un des enjeux, me semble-t-il, en matière de connaissances et d'approche des données statistiques. Peut-être dire par rapport à la question de... Parce qu'il y a plusieurs questions à l'intérieur. Il y a à la fois la question de la donnée et puis à la fois la question des enjeux, des inégalités et comment est-ce que les travaux qu'on peut mener mettent en évidence la persistance de ces inégalités. Mais je vais peut-être plus parler des données d'abord et puis on aura l'occasion de parler du reste ensuite. Peut-être simplement dire que depuis 2002, moi j'ai quand même pu observer une évolution et pour nous en tout cas l'accessibilité à des données qui sont de plus en plus fines et puis de plus en plus pertinentes, y compris dans le cadre y compris dans l'outre-mer, y compris pour les départements. Alors bien évidemment, je me permettrai de faire un petit, une petite différence entre ce qu'est la spécificité de Mayotte, de ce que sont les 4 autres départements sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, puis aussi bien évidemment de la Nouvelle-Calédonie où on a d'autres sources d'informations et d'autres réalités
l'inégalité, mais je pense qu'on n'en parlera pas là. Mais en tout cas, pour ce qui est des départements ultramarins, il y a bel et bien une différence entre ce qu'on a sur Mayotte et puis ce qu'on peut avoir sur les 4 autres départements. Je pense que je ne surprendrai personne en disant cela. Sur les données en général, donc depuis la mise en place du recensement rénové 2006-2007, dans la première fourniture des données, on a l'accessibilité, enfin, on a une accessibilité à des données extrêmement fines, et pour nous, en matière de réalité sociale, une approche qui est quand même très intéressante et qu'on peut suivre dans le temps et qui nous permet en effet de pouvoir approcher les inégalités qui existent entre les territoires. Sur les autres sources de données, on a des différences que nous, on a pu observer, notamment sur un des éléments clés pour nous en matière d'enjeux sociaux, c'est la question des revenus, de la pauvreté, où on a là aussi deux niveaux différents à nouveau, mais ça, les personnes de l'INSEE pourront sans aucun problème les décrire. D'une part, on a Martinique, Réunion, où on a accès à des informations extrêmement fines de niveau équivalent à celles qu'on peut avoir au niveau de l'Hexagone. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Par contre, sitôt qu'on se retrouve sur la Guyane et puis la Guadeloupe, liées notamment aux difficultés d'organisation d'une information liées, j'imagine, à la disponibilité de la donnée en matière d'impôt sur le revenu ou à sa géolocalisation, on a aujourd'hui une absence de données sur à la fois les revenus et à la fois la pauvreté à un niveau communal ou infracommunal. Nous n'avons pas du tout les mêmes données que ce qu'on peut observer au niveau national. Sachant que ces indicateurs-là sont quand même des indicateurs clés, puisque c'est à partir de ça qu'ont pu être déterminés les quartiers prioritaires de la politique de la ville, pour lesquels on a dû construire un mode de calcul différencié pour ces territoires par rapport aux autres territoires. Je parle de la Réunion et puis de la Martinique. Sur les autres sources de données, alors globalement, je reviendrai sur la question de la politique des quartiers à façon politique de la ville ultérieurement, mais en tout cas sur les données communales ou infracommunales, on a accédé au fur et à mesure des années à des données qui sont très similaires aujourd'hui au niveau des territoires ultramarins, très similaires à celles qu'on peut avoir au niveau des communes ou des quartiers en France. Je pense aux questions du logement. Par exemple, un des fichiers qu'on utilise beaucoup, nous, c'est le fichier DVF qui nous permet de savoir quel est le prix des logements vendus, combien il y en a, leur surface, etc. Et ça, des éléments qui sont vraiment importants, puisque si on les croise justement avec les niveaux de vie, on peut voir quelle est la part de la population qui peut accéder à un logement ultramarin en vivant en outre-mer, puisque c'est ça aussi une des questions, puisqu'on sait que le coût du logement est quand même assez impressionnant en outre-mer. Sur les questions, par exemple, liées à la santé, on accède aujourd'hui à des éléments de connaissance, puisque c'était une des questions que vous aviez, à des éléments de connaissance qui sont similaires à ce qu'on peut avoir dans l'Hexagone. Pour autant, on aimerait bien en avoir plus, et ça, je pense que aussi, s'il le faut, je pourrais en parler, notamment sur des questions de santé mentale, qui est une des problématiques fortes aujourd'hui dans l'outre-mer, et l'UNCAS a d'ailleurs fait tout un travail d'enquête et d'études sur cette question-là. Et puis, et notamment des éléments qu'on aimerait bien avoir sur la présence de psychologues, puisqu'on se rend compte que c'est une des défaillances importantes dans l'outre-mer par rapport à ce qu'on observe au niveau national. Là, il y a vraiment un manque complet d'offres. Là, peut-être, où moi je pointerais des enjeux spécifiques à l'outre-mer et qui mériteraient d'être beaucoup plus fournis. On a d'ailleurs, nous, fait une grande enquête à Mayotte, une grande enquête, on a rencontré il y a eu des enquêtes qui ont été faites avec les CCS auprès de 3000 familles et ménages pour approcher notamment cette question de la mobilité, puisque c'est un des enjeux extrêmement forts que l'on a dans l'outre-mer. Les difficultés d'accès aux services, les difficultés d'accès à la santé, les difficultés de mobilité pour se rendre à son travail, pour les jeunes d'accès à l'éducation. Cette question de la mobilité, elle est vraiment fondamentale et malheureusement très peu documentée au travers de données. En dehors de ce qu'on peut retrouver bien sûr dans le cadre du recensement, sur la possession d'une voiture, sur la manière dont on se déplace pour aller
travailler ou pour aller étudier, mais on se rend bien compte que là, il y a un défaut de connaissance par rapport aux spécificités ultramarines. Bien sûr, je ne parlerai pas de Mayotte uniquement, hein, mais à Mayotte, on voit bien en quoi la question, par exemple, de la mobilité est fondamentale pour le bien-être de la population et un des éléments d'inégalité les plus forts qu'on peut avoir par rapport au réseau qui existe, par exemple, dans l'Hexagone. Sinon, sur les questions éducatives, on a les mêmes éléments que ce qu'on peut observer dans l'Hexagone. Pour autant, là aussi, mais on pourrait y revenir après, dans le cadre de l'analyse, il y a vraiment des spécificités fortes au niveau de l'accès à la formation, au niveau de la possibilité pour les jeunes diplômés d'obtenir un emploi correspondant à leur niveau de formation dans le cadre des territoires. Mais là, on est déjà dans le cadre de leur département d'appartenance. Mais là, on est déjà dans l'analyse et dans les enjeux. Mais en tout cas, ça, c'est des indicateurs vraiment très importants. Sur l'offre de formation, et notamment, peut-être le décalage qu'il peut y avoir entre l'offre de formation par rapport au niveau de formation et notamment l'importance des lycées d'enseignement professionnel dans l'outre-mer. Voilà, sur les questions de développement économique, on a à peu près accès au même niveau d'information. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur l'emploi non plus. Voilà, en tout cas pour moi, dans les champs qui sont vraiment à travailler, il y a celui de la mobilité. Et puis, je note aussi que si on pouvait avoir, dans le cadre du recensement de la population, des éléments autour des langues, je pense le créole, mais aussi toutes les langues qu'on peut avoir en Guyane ou les langues que l'on peut avoir à Mayotte, ce serait vraiment des éléments extrêmement importants. Ça fait partie de l'enquête, par exemple, que nous, on a menée sur Mayotte pour observer l'écart qu'il peut y avoir entre la langue qui est apportée dans le cadre de l'éducation, bien évidemment, hein, le français, et puis la langue parlée à la maison. Et je trouve que c'est des éléments vraiment extrêmement importants pour comprendre aussi ce que sont les réalités ultramarines. Voilà, je ne sais pas s'il faut que j'en dise plus. Je ne sais pas quelles sont vos attentes, mais 10 minutes, je crois que voilà, j'ai fait mes 10 minutes. Je vous remercie. De toute façon, on posera des questions après par la suite. Donc, je vais passer la parole maintenant à Monsieur Patrick Hernandez, s'il vous plaît, pour vos propos liminaires. Merci, Madame la Présidente. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, bonsoir. Alors, tout d'abord, merci effectivement de nous avoir invités à cette session et c'est avec plaisir que je vais commencer par rapport au questionnaire qui nous a été mis à disposition à présenter un petit peu le décor du rôle de l'INSEE, si on peut dire, et puis de voir comment je peux orienter la suite des échanges. Donc, je suis directeur de l'INSEE pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, et je peux parler également au nom de mon homologue, directeur interrégional de la Réunion pour l'océan Indien, qui se trouve à la Réunion et qui couvre la Réunion et Mayotte. Parce qu'on a une similarité d'organisation comme les autres directions régionales de l'INSEE dans l'Hexagone. On a deux missions principales. La première, c'est on est responsable de la contribution à la production statistique nationale, et donc comme dans toutes les autres directions, on est responsable de la production et du pilotage du recensement de la population, des enquêtes auprès des ménages, des enquêtes sur les structurelles annuelles pour les entreprises, de la gestion du répertoire sirène et la production d'un indice des prix à la consommation. Et puis l'autre mission, c'est la mission dite d'action régionale, c'est-à-dire de proximité avec les acteurs publics. Et dans ce registre-là, on est chargé d'accompagner la mise à disposition des données, de les faire connaître et de les présenter. Également, spécifiquement, d'avoir une activité d'étude et de conseil sur les analyses dans le domaine particulier des politiques publiques. Et c'est vrai que ces travaux se font en partenariat avec les collectivités locales et les services de l'État à partir des besoins qui sont exprimés. Et il faut dire que dans les DOM, par rapport aux régions de l'Hexagone, on est mieux lotis. Parce qu'en fait, on a davantage de sources de données que dans les DR hexagonales. On peut produire des comptes économiques régionaux, du même modèle que les comptes nationaux, donc avoir un regard macroéconomique sur l'évolution des régions. Et puis, on a des enquêtes spécifiques.
peux citer Migration, Famille, Vieillissement, qui a été faite en partenariat avec l'INED 3 fois, l'enquête santé outre-mer, qui vient de se terminer, l'enquête de comparaison spatiale des prix, où on a également la possibilité de faire, et on le fait, des extensions régionales d'enquête qui sont également réalisées sur le reste du territoire national, comme budget des familles, qui nous permet de mesurer les dépenses de consommation, d'évaluer les dépenses de consommation des ménages par poste, ou formation tout au long de la vie, qui permet d'avoir une idée de l'illettrisme, puisque vous parliez tout à l'heure des difficultés que pourrait avoir Monsieur Géry, pouvait avoir les ressortissants, les résidents de ces régions en matière d'utilisation et de compréhension de la langue. Et puis sinon, une enquête également sur les conditions de vie que je cite parce que c'est une enquête européenne qui est particulièrement intéressante pour ce que je vais dire après. Alors, ces travaux sont financés en termes d'enquête par la DGOM, qui choisit une fois par an, sur la base d'un programme qu'on propose, une extension d'enquête ou une enquête comme le budget des familles bénéficie de l'apport de la DGOM, par exemple. Et puis les comptes économiques, je précise, sont produits en partenariat avec l'IEDOM et l'AFD. C'est ce qui explique que, si on regarde en termes de ressources humaines, on est relativement mieux doté que les directions régionales de l'Hexagone en matière de ressources humaines, tant d'agents de bureau que d'enquêteurs. Alors là, on est mieux doté en sources d'enquête, on l'est un peu moins en données administratives et en termes d'utilisation de données administratives. Et Monsieur Géry l'a mentionné, l'une des sources qui nous manque cruellement, c'est effectivement la possibilité d'avoir des données courantes sur les revenus à partir de ce qu'on appelle un dispositif qui permet d'apparier les données fiscales et les données sociales et d'avoir des revenus à partir de données de la DGFiP et des URSSAF. Alors, ce dispositif marche pour la Réunion, marchait pour la Martinique et n'a jamais marché pour la Guadeloupe et la Guyane. Et je vous dis tout de suite, c'est parce qu'effectivement, il y a un problème de géolocalisation et surtout du fait que comme on apparie les déclarations administratives avec d'autres fichiers, les fichiers logement en particulier, il faut qu'on ait des référentiels géographiques d'adressage qui soient les plus parfaits possibles, et ce n'est pas le cas actuellement. Il s'avère que encore maintenant, on va pouvoir, dans la prochaine millésime 2023, produire les données pour la Réunion, mais pas pour ni la Guyane, ni la Guadeloupe, ni la Martinique. Et c'est effectivement un sujet à part entière, puisque c'est celui qui nous permet d'évaluer la pauvreté, d'identifier les populations qui sont les plus vulnérables, la pauvreté monétaire, je précise, et à partir de là, d'avoir des indications sur la population, sa caractérisation et son évolution dans le temps. Donc voilà ce que je voulais dire en préambule, avec un aspect qui est que ma présence aux Antilles-Guyane maintenant, c'est un retour après y avoir passé 5 ans entre 2006 et 2011, et j'ai pu voir au fur et à mesure du temps et avec le recul les différents éléments qui permettent. Alors je ne dis pas que c'est ma vision statistique des inégalités, et c'est vrai que s'il y a 4 indicateurs sur lesquels on devrait apporter un regard particulier, ce serait la pauvreté monétaire, je viens de le dire, et sur lesquels on souffre du fait qu'on n'a pas de données récentes. Les dernières pour la Guadeloupe et la Guyane datent de 2017, avec l'enquête budget des familles. On a également la pauvreté matérielle et sociale, un indicateur européen qui permet d'avoir un indicateur qui va un peu plus loin que la simple pauvreté monétaire, on va dire, mais qui va mesurer également les privations dont souffrent les ménages en conditions de vie. Je ne peux pas ne pas citer le différentiel de prix à la consommation avec l'Hexagone, qui est un problème récurrent, sur lequel on a un regard à partir de l'enquête de comparaison spatiale et puis un regard en évolution à partir de la production mensuelle d'un indice des prix à la consommation. Et le dernier point, sans ordre de priorité, c'est celui du taux de chômage, et notamment celui des jeunes dans les territoires où on est
moitié où on a un taux double, plutôt dans les DROM que celui de l'Hexagone. Voilà, je laisse la place à des questions éventuelles ou des compléments sur la suite du questionnaire. Merci. Je vous remercie. Donc, nous allons passer maintenant la parole à Monsieur Kaufmann. Merci, merci Madame la Présidente. Donc, effectivement, moi, je suis, comme vous l'avez dit dans votre introduction, responsable de ce recensement 2025 de la population à Mayotte. Peut-être deux temps dans les propos que je peux vous faire dans un premier temps. Déjà, il faut bien comprendre que le recensement, ça ne sert pas à mesurer le taux de pauvreté, hein. C'est un peu le chiffre totémique que l'on a tous en tête lorsqu'on parle d'inégalité. Parce que dans le recensement, il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions sur le niveau de revenu, le niveau de vie, enfin, ce genre de choses. On a d'autres sources qui permettent de le calculer dans certains départements d'outre-mer ou d'autres enquêtes qui permettent de le calculer, mais en tout cas, ce n'est pas par le recensement. Mais le recensement, puisque c'est plus mon domaine, a quand même de gros avantages, et M. Guéril en a parlé. Déjà, il permet une comparabilité dans le temps et l'espace entre la DOM et les DOM et la métropole. Et lorsque vous avez auditionné tout récemment le professeur Justin Daniel, il a plaidé, lui, pour une mesure d'un taux de pauvreté spécifique au DOM ou spécifique à Mayotte. Alors moi, je vous alerte juste sur un point, c'est que avoir un taux comme le taux de chômage d'ailleurs, hein, avoir une mesure unique qui permet de se comparer, c'est quand même un gros avantage. Et puis lorsque vous avez auditionné la professeure Karine David, c'est pareil, elle a dit au contraire, dans la loi, peut-être qu'il faudrait, alors si j'ai bien compris ses propos, hein, je ne veux pas les déformer, elle a dit ce serait bien aussi d'avoir des lois qui soient adaptées aux DOM, qui ne soient pas forcément complètement homogènes sur l'ensemble du territoire français, parce que les territoires d'outre-mer sont quand même spécifiques. Alors c'est fait dans le recensement, par exemple, lorsqu'on interroge les ménages sur leur logement en métropole, on leur demande quel est le moyen de chauffage et le combustible principal qu'ils utilisent. Et on voit bien l'intérêt que ça a, notamment lorsque les prix de l'énergie sont à la hausse. Dans les DOM, on ne pose pas cette question, puisque les moyens de chauffage sont quand même relativement peu fréquents. Par contre, on a des questions spécifiques sur l'accès à l'eau et l'évacuation des eaux usées. Voilà, donc il y a des adaptations quand même dans le recensement, mais à minima, parce qu'on tient à ce que les données du recensement, encore une fois, soient comparables dans le temps et l'espace. Et alors, je me permets juste une petite incise, c'est que dans les questionnaires des DOM, on pose une question sur est-ce que les ménages disposent d'une pièce climatisée. Et c'est une question qui n'est pas dans le questionnaire aujourd'hui de la métropole, mais qui pourrait y venir à cause des changements climatiques. Donc, ça, c'est important pour le recensement et ça permet quand même le recensement de faire un certain nombre de mesures des inégalités sur la composition des familles, sur le nombre d'enfants, sur la mesure du niveau de diplôme et donc, in fine, des connaissances ou des compétences des adultes. Sur les inégalités de logement, j'en ai déjà parlé, hein, sur l'évacuation des eaux, le confort, la taille. Et puis sur les inégalités d'emploi également, hein, alors le chômage, les emplois occupés, les niveaux de diplôme et l'accès à l'emploi. Monsieur Guéry en a un peu parlé. Alors sur ce recensement, et ça c'est la deuxième partie de mon propos liminaire, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce recensement de Mayotte? Alors, vous avez un peu la primeur de la formation parce que on n'a pas totalement terminé la collecte. La collecte sur le terrain est terminée, mais on n'a pas totalement terminé cette opération. Et l'INSEE n'a pas encore tiré toute l'expérience, mais voilà, je vous donne en primeur quelques informations sur la manière dont ça s'est déroulé. Alors, ce recensement Mayotte, il était attendu parce qu'on qualifie, l'INSEE est beaucoup attaqué sur les chiffres de population. Certains qualifient le chiffre de 2017 de faux. Il n'est pas faux, il est ancien. Et ça, même l'INSEE ne peut pas dire le contraire. Un chiffre qui date de 2007 est faux. Alors les maires s'en plaignent. Pourquoi? Parce que la population rentre dans le calcul, comme vous le savez, de la dotation globale de fonctionnement, de la DGF.
Mais c'est qu'un intrant, il faut le dire, hein, c'est un intrant, un ingrédient du calcul de cette dotation, ce n'est pas l'alpha et l'oméga du calcul de la dotation. Et puis, deuxième point, pour tenir compte de l'ancienneté du chiffre, il faut quand même le rappeler, les collègues des finances publiques, eux, par une méthodologie qui leur est propre, font évoluer ce chiffre de population. Voilà. Donc, l'argument qui est de dire l'INSEE ne mesure pas la population, effectivement, le chiffre est ancien, ça on est bien d'accord. Le fait de dire que ça a un effet fort sur la DGF, l'argument peut être discuté. Alors ce recensement, donc, il a été décidé par le Premier ministre fin décembre 2024 suite à Chido, et moins de 11 mois plus tard, on était déjà en train de collecter recenser les premières personnes grâce à un partenariat fort avec les communes. Et donc ça, c'est quand même assez remarquable. Beaucoup ont déclaré que ce recensement serait impossible à faire. Et comme le dit l'adage, nous, on ne savait pas que ce serait impossible à faire, donc on l'a fait. On a pu recenser 97% des logements qui ont été repérés sur le terrain. Alors pourquoi pas 100%? Dans tout recensement, il se trouve qu'on a des déchets qui sont liés au fait que les personnes soit sont impossibles à joindre, soit sont absents, soit refusent de répondre. Donc 3% de logements non recensés. À titre de comparaison, en métropole, on est plutôt aux alentours de 4%. Donc on a un taux de collecte qui est extrêmement bon. Contrairement à ce que j'ai pu entendre ou on a pu voir dans les journaux, on n'a pas eu de difficulté à recenser les personnes en situation illégale. C'est même là où on a eu le plus de facilité à recenser les personnes. Et pour ceux qui connaissent bien Mayotte, voilà, on a des camps de réfugiés africains à Tsunzu 2, on n'a eu aucun problème à faire ce recensement. On a l'îlot de Msamboro, qui est un peu la porte d'entrée d'Anjouan sur Mayotte, et là c'est pareil, on n'a eu aucun problème à recenser les personnes. Alors certes, il y a eu des incivilités, certes, il y a eu quelques agressions, toujours trop, mais finalement relativement contenues. Ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'il y a eu un fort investissement des collectivités, de la plupart des collectivités, même si elles ont eu des grosses difficultés à boucler l'opération dans les temps, mais elles se sont quand même beaucoup investies. Et puis un investissement extrêmement fort de l'INSEE, il faut quand même le rappeler, puisqu'il y a eu plus de 8 personnes qui sont venues de métropole, moi-même également de métropole, pour venir faire cette opération-là. Un effort budgétaire conséquent, puisque normalement les communes auraient dû toucher à taille équivalente, si elles étaient en métropole, elles auraient dû toucher 400 000 €, et là elles ont touché 1,5 million d'euros. Donc une somme extrêmement importante, et que cette dotation, du fait du législateur, a été versée avant la collecte, ce qui n'est pas le cas, puisque d'habitude on verse cette somme-là après la collecte. Des efforts également sur la temporalité de cette opération-là, puisque normalement les opérations de collecte se font entre 4 et 5 semaines, et là elles ont été étalées sur 8 semaines pour tenir compte des vacances et puis des spécificités mahoraises. Voilà. Donc je pense qu'il faut saluer le travail qui a été fait sur le terrain et par les collectivités, par l'INSEE. Je pense que c'est quand même assez remarquable. Donc, je disais 3%, juste pour revenir sur ce chiffre un peu totémique de 3% de logements non enquêtés. Alors, ce n'est pas des 3% de personnes qui vont manquer, mais bien sûr qu'on a des méthodes de redressement qui sont classiques dans les recensements. Mais voilà, ça concerne quand même 2500 logements, et donc il faudra qu'on travaille là-dessus. Peut-être juste en conclusion, ce que je peux dire, c'est que moi, je ne connais pas encore le chiffre totémique qui va sortir de la population de Mayotte, et puis de toute façon, même si je le connaissais, je ne pourrais pas vous le révéler ce soir. Mais je pense qu'au vu du travail fourni, on ne sera pas très très loin de la vérité. On ne sera pas aux 500 000, ça c'est évident. D'ailleurs, ce chiffre de 500 000, je pense que l'INSEE n'est pas fermé aux critiques. Je pense que l'INSEE est prêt à écouter toutes les critiques sur ces chiffres, mais avec d'autres arguments que ce que j'ai pu entendre ici, qui était pourquoi 500 000, c'est parce que je le sais, ou parce que je vis ici et donc je sais que ce chiffre-là est juste. Voilà. Je pense que l'INSEE est capable maintenant d'expliquer la méthode, la manière dont il a calculé ce chiffre. Il est capable de débattre de ce chiffre-là, mais avec des arguments qui sont autre chose que je le sais parce que je vis ici. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour la première fois de l'histoire de ce territoire, ce sera peut-être mes propos de fin, le chiffre qui sera issu du recensement, ce ne sera pas le chiffre de l'INSEE, puisqu'avant l'INSEE mettait
gérait l'ensemble du recensement, mais ce sera vraiment le chiffre co-construit par les communes et l'INSEE. Donc, moi, à travers vous, qui êtes des représentants des collectivités, voilà, j'appelle vraiment tous les acteurs de ce territoire-là à faire un débat contradictoire sur ce chiffre, parce qu'il est très important. Et comme je vous l'ai expliqué au début, les données sont extrêmement importantes pour l'ensemble des politiques publiques de ce territoire. Je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole à Mme Évelyne Corbière-Naminzo, notre rapporteure, pour vous poser des questions. Merci Madame la Présidente. Bonjour à mes collègues que je n'ai pas encore salués. Bonjour messieurs et merci pour les présentations que vous nous avez faites. Vous nous avez bien décrit vos activités et les sujets sur lesquels vous travaillez. Notre commission d'enquête a pour thème d'explorer la question des inégalités systémiques dans les collectivités ultramarines. Et les sujets sur lesquels vous travaillez nous concernent au premier chef. Évidemment, le taux de pauvreté, le taux d'illettrisme, la vie chère aussi, le taux de chômage, les disparités de revenus que vous constatez dans vos travaux et bien évidemment la répartition de la richesse qui pose cruellement problème dans nos territoires. Vous avez également évoqué les freins à la mobilité. Vous avez aussi évoqué la composition des familles, qui sont aussi des spécificités qu'il faut prendre en compte quand on travaille sur la statistique dans ces territoires. J'ai évidemment plusieurs questions. La première qui me vient, c'est une question en lien avec la santé, et vous l'avez évoqué, monsieur Guéry, le sujet de la santé. Vous avez pointé notamment la santé mentale. En fait, mon questionnement, il est sur le fait qu'on est sur des territoires qui sont spécifiques dans le sens où il y a des différences, notamment au niveau des prévalences, donc pas seulement la santé mentale, mais la santé de façon générale. On a des territoires qui indiquent des prévalences bien supérieures à ce qu'on peut constater en hexagone, des pathologies comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer de la prostate, cancer du sein notamment. Est-ce que les données dont vous disposez, et je pose la question à tous les trois finalement, est-ce que les données dont vous disposez sont suffisantes pour évaluer avec suffisamment de justesse les risques sanitaires auxquels sont exposées les populations ultramarines sur des épidémies ou des infections qu'on peut constater dans le monde. Donc, ça a été le cas sur la Covid, pour la Réunion, le chikungunya. On voit bien que ce sont des populations différentes. Et quand on dit, par exemple, qu'une pathologie, qu'un virus n'est pas létal, qu'on n'en meurt pas, par contre, sur des populations aussi fragiles, j'ai envie de dire, ça ne donne pas le même résultat. Et justement, est-ce que les politiques publiques, en tout cas les protocoles qui sont mis en place, sont-ils ajustés ou pris en compte par rapport à vos indicateurs statistiques? Bon, si vous voulez, je clarifierai ma question après. J'avais pointé également un autre sujet, et vous l'avez évoqué, Monsieur Hernandez, c'est la pauvreté. Alors, vous avez évoqué la pauvreté monétaire en disant qu'il n'y avait peut-être pas de données suffisamment récentes, mais vous avez aussi mentionné la pauvreté matérielle et sociale. Moi, j'avais entendu parler à un moment de la pauvreté de privation. Est-ce que vous avez des chiffres? Quels sont les derniers chiffres dont vous disposez à l'heure actuelle, et est-ce qu'il y en a d'autres qui vont venir alimenter les données qu'on a déjà? Et j'avais une autre question sur les langues. Vous avez mentionné qu'il manquait d'éléments sur les langues. Est-ce que vous avez des orientations, des précisions pour nous indiquer dans quel sens on pourrait creuser en fait ce sujet? Parce qu'effectivement, on a des taux d'illettrisme qui restent constants.
quand bien même il y a effectivement des politiques publiques qui sont menées au niveau national, mais aussi très souvent déclinées au niveau local, mais qui donnent finalement peu de résultats quand on regarde le taux d'insertion, le taux de chômage des jeunes et l'accès à l'emploi de façon générale. Je vais m'arrêter là. Je suis certaine qu'il y a des questions auxquelles j'ai pensé, mais que mes collègues poseront par la suite. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Donc, je vais vous laisser répondre déjà à ces questions. Donc, si vous voulez bien, on commence par Monsieur Guéry, et après, nos collègues pourront poser des questions. Alors, concernant la santé, alors, ce qu'il faut savoir, je ne me suis peut-être pas suffisamment présenté, mais moi, je travaille énormément avec les collectivités locales. Donc, moi, l'enjeu, c'est avec les communes d'essayer de leur donner les informations qui leur permettent de comprendre quelles sont leurs spécificités, quels sont les enjeux propres, en quoi elles peuvent être actrices d'une réponse par rapport aux problématiques qui sont posées via les données qu'on peut collecter, organiser, structurer, et comment on peut les faire parler avec des experts locaux. On travaille aussi beaucoup au niveau des quartiers. Alors c'est vrai que la problématique de la santé, c'est que sur la santé, sitôt qu'on approche les questions de prévalence, quand on descend à un niveau extrêmement fin, la statistique, elle n'est pas forcément très pertinente. C'est-à-dire, si on a 2 personnes qui ont le cancer et puis on passe à 3, on ne va pas dire que c'est une catastrophe. Voilà. Et c'est aussi un peu complexe. Pour autant, moi, j'ai eu la chance de travailler ces derniers mois en Martinique sur la question des contrats locaux de santé. Et donc d'arriver à analyser de manière assez fine quels sont les besoins en matière de santé ou les réalités en matière de santé. Et bien évidemment, on retrouve ce que vous avez annoncé. Et moi, ce qui m'a vraiment assez impressionné, c'est le diabète. Mais on arrive à avoir aujourd'hui des informations statistiques quand même assez détaillées sur les spécificités en matière de santé. La CGSS fournit des informations, enfin la Caisse générale de sécurité sociale qu'on retrouve dans les 4 départements d'outre-mer, à la différence, enfin c'est un peu différent à Mayotte puisque c'est la CSSM, mais les CGSS fournissent aujourd'hui un certain nombre d'informations, de connaissances qui sont ensuite reprises notamment par les observatoires régionaux de la santé. Donc on a quand même une masse d'informations qui n'est pas forcément différente de celle qu'on peut trouver dans l'Hexagone. Pour autant, comme je le soulignais, on a des pathologies, des problématiques, des réalités différentes, notamment l'impact de ce que j'appellerais la santé environnementale. Donc pour avoir travaillé par exemple beaucoup sur le Nord Martinique, je pense que là, on est sur des réalités avec le chlordécone, avec la question actuellement des sargasses qui ont, toute la période juin-juillet, c'était une véritable catastrophe et une puanteur pour les habitants et dégagement de gaz. Et les conséquences sanitaires, on ne les mesure pas vraiment aujourd'hui. Et moi, je pense qu'on a des enjeux extrêmement forts en termes de connaissances autour de ces questions-là. Donc simplement pour dire qu'on a des enjeux très spécifiques sur lesquels il sera intéressant de poursuivre la documentation, mais avec une approche, si possible, la plus fine possible au niveau local, puisque bien évidemment, par exemple, si je prends les sargasses, c'est bien les communes qui sont en charge de devoir les retirer des plages. Malheureusement, on voyait que les bulldozers les ramassent, les entassent et ne les étalent pas comme on devrait faire avec les risques d'émanation de gaz ou autre. Mais ça, il y a vraiment des enjeux spécifiques qui sont forts, et puis bien sûr le chlordécone qui est quelque chose qui a marqué considérablement tout le secteur en termes, le Nord Martinique mais pas que, une partie, quasiment toute la Martinique presque avec si vous voulez une intégration dans la réalité locale par les habitants sur des mots qui ont été développés. Je suis chlordéconé, j'ai fait mon analyse, mon jardin est chlordéconé, avec des choses qui sont quand même assez impressionnantes sur la capacité qu'ont eu les habitants à s'habituer à cette réalité-là, et aussi à voir que les enfants naissent avec un taux de chlordécone trop fort. Il y a vraiment un suivi, me semble-t-il, d'indicateurs statistiques qui serait quand même très intéressant à avoir pour justement faire face à ces inégalités qu'on peut avoir entre le développement d'un certain nombre de pathologies en France, dans l'Hexagone, et puis ce qu'on peut retrouver. Là, en l'occurrence, je parlais de la Martinique, mais on peut parler aussi
de la Guadeloupe de la même manière, ou de la Guyane, avec notamment tous les effets liés au développement de l'orpaillage clandestin et tout ce que ça veut dire sur le taux de plomb que peuvent avoir, ou de saturnisme que peuvent avoir les enfants qui se baignent tous les jours dans des rivières qui sont polluées, quoi. Et ça, c'est des réalités qu'on a. En termes de documentation, il y a certainement beaucoup de choses encore à faire sur la connaissance et l'impact que ces éléments peuvent avoir sur le bien-être des habitants. Donc, je crois que cette question de santé environnementale, et puis après, la question des taux de prévalence, c'est compliqué. Sur ça, on aurait des éléments intéressants, je pense, si on parvenait, mais alors là, ça relève pas de l'INSEE, ça relève pas non plus des CGSS, mais ce sont les MDPH, les maisons départementales des personnes en situation de handicap. Et donc, les MDPH disposent aujourd'hui quand même d'une masse d'informations qui, malheureusement, est très peu exploitée, très peu analysée. Nous, on a travaillé, moi j'ai travaillé un peu avec celle de la Martinique et celle de la Guadeloupe. Elles disposent d'informations assez exceptionnelles et surtout très utiles en matière d'action et de réponse aux besoins en matière de santé. Notamment sur tout un travail qu'on a fait dans le cadre des analyses des besoins sociaux pour les communes de Martinique, où on avait fait tout un travail de mutualisation. On a travaillé avec la MDPH de Martinique, et donc on a, enfin, c'est plus la MDPH, mais c'est la MMPH, la Maison martiniquaise des personnes en situation de handicap, et on a travaillé avec elle pour notamment faire ressortir les pathologies, ou ce qui était un peu la particularité des personnes qui sont reconnues en situation de handicap, et notamment mettant en évidence qu'on arrivait à plus de 6 situations sur 10 où c'était des pathologies d'ordre psychologique. Enfin, je ne suis pas un spécialiste psychologique, psychiatrique, enfin après, je laisserai à chacun le soin de pouvoir analyser ça au-delà, mais simplement pour dire qu'en effet, la question de la fragilité psychologique, c'est un élément important. Et je pense que Martinique-Guadeloupe, c'est plus fort que ce qu'on peut retrouver sur la Réunion, avec notamment tout ce qui est intériorisé de la part des populations sur l'histoire de l'esclavage, sur tout ça qui est vraiment très fort et très prégnant, et qui vient rajouter à des problématiques de santé, et ça, tout ça crée un espèce de cocktail sur lequel la question de la santé mentale est quand même une problématique extrêmement forte, quoi. Voilà. Et sur lequel on a peu d'éléments, peu d'informations, et je pense sur lequel, en matière de réponse, enfin nous on a pu l'observer en travaillant avec les partenaires et en regardant les indicateurs qu'on avait, extrêmement peu de réponses en matière d'offres de soins. Et là, on touche quelque chose d'un peu aussi de l'ordre du systémique. Je notais tout à l'heure en aparté la question des psychologues. Je ne parle même pas des psychiatres, hein, je parle là des psychologues qui sont mais cruellement absents, et sur lesquels on peut se dire mais comment se fait-il? Pourtant, on doit former beaucoup de psychologues dans l'Hexagone qui sont issus de l'outre-mer, mais qui pour autant ne viennent pas s'installer dans l'outre-mer. Et je pense que là, on a un véritable enjeu, me semble-t-il, à ce niveau-là. Après, je ne sais pas quoi vous dire de plus aussi sur les autres questions. La question des langues, oui, pour moi, la question des langues est vraiment... C'est un des indicateurs qu'on devrait peut-être voir si c'est possible de le poser dans le cadre du recensement, puisqu'on a des adaptations du recensement dans l'outre-mer, comme le disaient les deux directeurs de l'INSEE, directeurs régionaux. Moi, je pense qu'en effet, on a là un enjeu si on pouvait réussir à intégrer quelle est la langue qui est parlée à la maison. Et puis aussi, enfin, je ne parlerai pas de Mayotte en particulier, mais Mayotte, quand on voit la situation l'état de l'éducation, notamment pour les enfants, les rotations dans les classes, enfin, moi j'ai vu des situations complètement, enfin c'est assez incroyable, quoi. Et je me dis qu'on a certainement là aussi des indicateurs sur l'éducation à développer, parce que on voit bien, d'ailleurs, les enfants le reconnaissent, quand ils arrivent au bac, c'est pas le même, ils n'ont pas le même niveau, et quand ils viennent en France, c'est compliqué la réussite universitaire qu'ils peuvent avoir. Et puis tous ceux qui ne viennent pas en France et tous ceux qui n'arrivent pas. Voilà. Mais là, je crois que c'est la particularité de Mayotte. Mais pour autant, la question de la langue, on la retrouve à la fois à La Réunion, on la retrouve aux Antilles, et on la retrouve de manière équivalente à ce qu'on peut avoir à Mayotte, en Guyane, où en Guyane, on a une multiplicité de langues, et là encore, un écart entre quand l'enfant il arrive en petite section, en moyenne section, il est complètement décalé parce qu'il n'a jamais parlé français, et derrière, c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire, et je trouve que d'avoir, comment dire, cette connaissance peut aussi, à un moment donné, permettre de nous interpeller, d'interpeller nos réponses sur les territoires. Voilà. Bien.
Je vais enchaîner sur quelques aspects. Alors, vous avez cité le cas des statistiques sur la sanitaire et sociale. Et je ne vais pas me défausser dans la mesure où l'INSEE conduit également régulièrement l'enquête décennale santé de façon à avoir une idée de l'état global de santé des populations. Mais je tiens aussi à dire que dans le domaine de la santé, c'est un domaine sectoriel de la statistique sur lequel les agences régionales de la santé ont grand nombre de statistiques qui doivent être exploitables et exploitées. Alors c'est vrai que ce n'est pas spontanément le domaine que l'on valorise dans nos travaux, dans nos études, mais en tout cas, les ARS de chacune des régions ont des données mises à disposition, tant sur les moyens, à savoir le système hospitalier et les ressources humaines qui sont associées, que les pathologies. Et ça, elles sont forcément adaptées en fonction des territoires, puisque c'est des remontées de cas, de situations, de pathologies. Donc ça, j'ai un point. Donc, mais je ne vais pas insister davantage là-dessus, parce que c'est vrai que c'est pas, on est des statisticiens généraux sur lesquels en fait on essaie dans la mission effectivement de faire des travaux sur l'ensemble de la population et pas trop sectorisé. La question de la langue, alors c'est vrai que la question de la langue que je réentends, j'apportais deux éléments. La première, c'est que modifier le questionnaire du recensement, alors c'est possible, hein, puisqu'on le fait effectivement ponctuellement, avec parcimonie, j'allais dire, parce que c'est un système qui est assez lourd de faire l'enquête de recensement chaque année. C'est un recensement continu. Il y a une commission nationale d'évaluation du recensement de la population qui est chargée d'évaluer les besoins et dans lesquels toutes les parties sont représentées, que ce soit les collectivités, les chercheurs et les différentes associations, milieux associatifs. Et c'est vrai qu'on cherche à voir quelles sont les questions que l'on peut rajouter à ce questionnaire. Moi, ce que j'entends en même temps, et c'est ma deuxième partie de ma réponse, c'est que ce que vous cherchez à savoir, ce n'est pas tant la langue qui est parlée, mais le fait que les enfants ou dans les familles résidant sur les territoires français, on ne parle pas forcément la langue française. Et donc, ça conduit à avoir des difficultés dans l'insertion dans les études, dans l'emploi. C'est typiquement le sujet de l'enquête information et vie quotidienne qui est faite régulièrement, sauf pour celle qui a été faite en 2023, qui a été intégrée à l'enquête formation tout au long de la vie, dans lequel il y avait un volet sur la mesure de la littératie, donc les compétences des individus en matière de compréhension et d'écriture dans la langue française, et de numératie pour le calcul, et puis même pour voir le degré d'électronisme. Alors, sans savoir ce que parlent effectivement les gens, on voit en résultat rapide que les personnes qui ne parlent pas le français à la maison ont davantage de difficultés à trouver un emploi et à poursuivre leurs études. Et je ne crois pas qu'on a besoin de le mettre dans le recensement, je crois qu'on le constate, et que les mesures de politique publique qui doivent accompagner ces jeunes, alors il y a des jeunes étrangers par le dispositif français langue étrangère, la FLE, ou les systèmes d'aide à l'apprentissage de base en langue française, ils existent déjà, et il faut peut-être les appuyer. Un point sur la santé, parce que c'est vrai que vous parlez des pathologies on va dire, qui sont liées au territoire. Je voudrais citer un point qu'on n'a pas abordé dans le cadre que je n'ai pas abordé en liminaire, mais c'est vrai que j'aurais dû le faire, c'est que ce qui marque les Antilles, un peu moins la Guyane, mais également la Réunion, en tout cas, qui va nous marquer, c'est le vieillissement accéléré des populations et le fait qu'effectivement, ça s'accompagne de pathologies liées au vieillissement pour lesquelles on n'a pas préparé. Alors, on a préparé les statistiques, puisque ça fait un moment qu'on a observé à travers les projections de population qu'on avait commencé même en 2007-2008, on avait annoncé qu'à l'horizon 2030, on allait avoir un tiers de la population qui aurait plus de 65 ans. Là, on y est, et là, on a inversé nos statistiques de part de contribution des moins de 15 ans et des plus de 65 ans. On est passé de 15 à 30 dans un sens et de 30 à 15 dans l'autre. Ce vieillissement, alors,
je ne dis pas qu'il pose problème, c'est une autre question, c'est que si, en termes de densité médicale, on est à peu près bien, c'est-à-dire que la densité médicale observée dans les DROM est sensiblement la même que celle qu'on observe en moyenne dans l'Hexagone, on manque cruellement de place dans les établissements hospitaliers pour les personnes âgées dépendantes. Et ce sujet qui a déjà été décelé il y a une quinzaine d'années ne trouve toujours pas de réponse. Donc c'est là où, en tant que statisticiens, nous nous posons des questions sur l'utilité de nos travaux, puisque les résultats de ces travaux n'ont pas été utilisés pour orienter et pour augmenter l'offre régionale d'accueil. Je crois que j'ai répondu aux petites questions, même un peu plus. Je me suis étendu. Bertrand? Oui, juste très rapidement, puisque je vais aussi laisser de la place. Ouais, je vous remercie. Mais Monsieur Cosman, oui, on vous laisse la parole. Oui, très rapidement, très rapidement. Alors, sur les langues, le législateur, dans sa grande sagesse, avait prévu qu'on puisse faire des enquêtes adossées au RP. Et il y avait eu une expérience, mais qui date un peu maintenant en Bretagne, sur la langue régionale. Ça avait coûté cher et c'est très compliqué, mais le législateur a prévu la chose. Voilà, premier point. Sur les questions de santé, j'ai 2 éléments de réponse que je peux vous apporter. Depuis 2025, dans le recensement, il y a une question sur les limitations d'activité qui est posée. Et donc, voilà, ça ne répond pas forcément à la question de Madame la rapporteuse, mais voilà, ça donne un élément. Voilà. Et puis, lors de la précédente audition, avant nous, vous avez auditionné Monsieur Clément d'Herbécourt, qui vous a parlé de EU-Silk. Alors nous, dans le langage INSEE, on appelle ça SRCV, mais c'est une enquête qui permet et qui se passe dans les DROM et qui permet de mesurer effectivement les privations matérielles. Voilà, c'était juste pour compléter la réponse de mon collègue Patrick. J'espère qu'il ne sera pas trop ronchonchon, que je l'ai complété. Merci. Merci. Donc, nous avons déjà Madame Petrus qui avait demandé à prendre la parole. Ouais. C'est bon. Merci Madame la Présidente de me donner la parole. Alors, je vais m'arrêter à mon territoire. Je sais un peu ce qui se passe sur les autres, mais je vais m'arrêter à mon territoire parce qu'il est atypique, qu'il est particulier. Et vous comprendrez pourquoi il mérite une attention particulière. Saint-Martin, c'est un territoire partagé entre 2 nations, et dont une étrangère. Donc, les 2 ne sont pas français. Nous avons une frontière qui est symbolique, où les gens peuvent circuler au gré de leurs besoins et de leurs envies. Sauf que lorsqu'il y a une crise épidémique, on a tendance à dire que le virus ne s'arrête pas à la frontière. Nous avons vu un cas de figure lors de la crise de la Covid-19, où le côté hollandais et le côté français n'avaient pas les mêmes réactions au même moment. Nous avons eu un confinement en France. Le côté hollandais a eu ce qu'on appelle un shutdown. Sauf que ce n'était pas au même moment, ce n'était pas la même rigueur et ce n'était pas les mêmes horaires, on va dire. Donc, il y avait quand même un décalage qui pouvait permettre que le virus, de toute manière, il ne s'arrêtait pas, puisse continuer à faire de plus en plus de victimes. On a réclamé un Q4 à un certain moment. On doit prendre le temps, le gouvernement français et le gouvernement hollandais doivent prendre le temps de s'asseoir pour prévoir un dispositif qui pourrait être mis en place dans ces cas de figure. Ça, c'est pour les 2 territoires qui cohabitent. S'agissant du côté français, alors l'hôpital du côté français accueille on va dire les patients de 2 territoires, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les 2 territoires réunis, on n'a pas 50 000 habitants. Donc, on sait très bien qu'on n'aura pas un CHU. Donc, vous comprenez qu'on a un petit hôpital.
un petit hôpital, et là aussi, tout le monde sait que c'est mon combat, hein, parce que j'estime que l'offre de soins, au-delà des dysfonctionnements qui sont trop nombreux à mon sens, l'offre de soins n'est pas toujours ce qui est attendu. Je ne comprends pas pourquoi la télémédecine n'est pas plus développée que ça. Et d'ailleurs, à un moment, elle n'existait même plus. Nous sommes en 2026, nous savons tous les bienfaits de la télémédecine et je pense que ça peut être approfondi. Alors, je pourrais citer beaucoup d'exemples, hein, mais ce que je veux dire, c'est qui est en charge de tout ça? J'ai posé la question. Hein. Alors, vous avez un hôpital, vous avez un directeur, vous avez une équipe qui y travaille, CME, etc. Mais j'ai l'impression que les choses sont faites au gré des envies et des intérêts des uns et des autres. On arrête un service qui fonctionnait, on met un qui n'est pas forcément le plus adapté eu égard aux difficultés, aux accidentés de la route, etc. Nous en avons beaucoup. Donc, j'ai l'impression que l'offre de soins n'est pas si adéquate que ça, et je me demande qui est en charge de venir l'adapter, puisque de toute évidence, ceux qui dirigent l'hôpital depuis des années n'ont pas réussi à l'adapter. Moi, je ne suis pas spécialiste, je vois, je constate, et ma population avec moi, mais c'est pas moi qui... Les réponses ne viendront pas de moi, puisque je n'ai pas les compétences pour les porter. Nous avons, et je suis intervenue depuis 2022, je crois, sur les Evassan. Je viens de vous dire, nous avons un petit hôpital, et donc forcément, nous avons recours beaucoup aux Evassan, puisque nous n'avons pas tous les services qu'il faut chez nous. Et souvent, nos malades sont Evassan. Vers la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, c'est un double Evassan, puisqu'ils doivent quitter Saint-Barthélemy, je suppose, des fois pour venir à Saint-Barthélemy pour repartir, ou un autre chemin. C'est difficile. Quand j'entends depuis quelques années ce qui se passe au niveau des Evassan, j'ai plus l'impression que c'est un business juteux, mais que ce n'est pas vraiment un besoin au titre que ça doit l'être. J'ai dû intervenir parce que les Evassan, nous n'avions pas la possibilité de les faire après le coucher du soleil, parce que notre petit aéroport n'est pas éclairé, par exemple. Donc, vous êtes obligé de contenir, de garder un patient au risque d'augmenter la perte de chance de celui-là, jusqu'au lendemain matin, par exemple. Bon, maintenant, les choses se sont un peu améliorées. Mais tout ça pour vous dire, vous avez parlé de la santé mentale aussi, voilà, la difficulté, quand vous êtes sur des petits hôpitaux, sur un territoire insulaire, on sait qu'il n'y aura pas tous les spécialistes, on sait qu'on n'aura pas des lits de réanimation, par exemple, on sait qu'il y a des choses qui ne seront pas là, alors on doit adapter, et c'est ça. J'espère que nos travaux vont tendre à ça et vont permettre que chaque territoire ultramarin, que cette prise en charge du patient, cette offre de soins soit adaptée comme ça l'est, je suppose, dans les petites régions de France, puisque je suppose qu'en France aussi, il y a des petites régions qui ont les mêmes difficultés. La dernière dont on a... Alors, les territoires ultramarins, on sait, hein, maintenant, on s'est rendu compte dernièrement par un scandale qu'il y a eu dans l'hôpital de Saint-Martin, que même le contrôle des compétences des uns et des autres n'est pas fait de manière adéquate. Donc, il faut en parler, il faut mettre tout ça sur la table. C'est pas la peine, moi, je ne ferai pas de langue de bois, il ne faut pas s'attendre à ça de ma part, mais il faut que ça soit noté. Il faut que si on veut vraiment tendre à améliorer avec les besoins qui s'imposent, que ça soit dit, que ça soit noté et qu'on essaie d'y remédier ensemble. Parce que je suis persuadée que, par exemple, une convention entre l'hôpital du côté hollandais, qui est bien plus efficient que le nôtre, et notre petit... Quelque chose peut être fait là. Voilà. Donc, il y a beaucoup de pistes d'amélioration et j'espère tout simplement qu'on y arrivera. Merci. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Tanimi Mohamed Soilihi. Merci, Madame la Présidente. Quelques questions à nos invités que je remercie
pour leur éclairage. Et je voulais notamment savoir quelles sont les principales différences méthodologiques entre le recensement à Mayotte et celui des autres DROM, voire de celui des autres territoires. Et à M. Kaufmann, qui a eu spécifiquement en charge cette mission post-cyclonique, quels ont été les défis spécifiques rencontrés lors du recensement à Mayotte, notamment en matière de couverture exhaustive de la population. J'en profite pour dire que si à Mayotte, quasi unanimement, les gens ont été sceptiques vis-à-vis des chiffres, c'est tout simplement parce qu'il n'y en a pas eu pendant longtemps. Le recensement était quinquennal. Et là où, dans les autres territoires, chaque année, on voyait des recensements. Et pendant ce temps-là, chaque année, on battait le record de 10 000 naissances. Maintenant, la Réunion nous bat. Et l'immigration clandestine ne cessait et ne cesse toujours de pousser à nos portes. Et c'est pour ça que les gens, les personnes, les citoyens acquis ont ressassé les mêmes chiffres. Parce que faut-il rappeler l'importance de ces chiffres? C'est sur la base de ces chiffres qu'on décide de tout, de toutes les politiques publiques. Et ça c'est une évidence. Donc, les Mahorais qui ne voyaient pas ces chiffres renouvelés chaque année, ben, se sont dit, mais on nous prend pour qui? Et c'est pour ça que c'est devenu vraiment un casus belli à chaque fois qu'on parle de statistiques, de recensement. Les parlementaires, moi je me souviens, depuis 2015, nous nous sommes battus pour qu'il y ait le système de recensement annuel. Il a été acté dans la loi assez tôt, mais faute, il me semble, de personnel de l'INSEE, matériellement, il n'était pas faisable. Voilà, donc ça vient de là, le scepticisme, voire l'incrédulité face aux chiffres qui avaient été versés. Il n'y a pas de défiance particulière vis-à-vis de l'INSEE, mais voilà, je tenais à le rappeler. Je referme la parenthèse. Et dernière question, quid de la suite, Monsieur Kaufmann, parce que c'était une mission commandé par le Premier ministre, vous l'avez rappelé, à la suite du cyclone. Lorsque le Premier ministre est venu, il a demandé les urgences, de quoi on avait besoin. Et là aussi, unanimement, tout le monde lui a dit, mais il faudrait peut-être commencer par avoir une comptabilité régulière et fidèle de la population. Maintenant que cette mission post-cyclonique a eu lieu, est-ce que l'INSEE, monsieur le directeur, sera en mesure de pérenniser l'opération pour les années qui viennent, comme pour tous les autres territoires? Merci. Merci. Oui, merci Madame la Présidente. Bien, moi qui suis dans la délégation depuis 2 ans et demi, je trouve que les travaux de la délégation, comme les auditions qu'on vient de commencer, eh bien, on fait des constats qui sont tous concordants, mais qui donnent le sentiment de tourner en rond sans avoir beaucoup d'effets concrets. Et la première question que j'ai envie de poser à nos interlocuteurs, c'est: ne pensez-vous pas qu'une des toutes premières priorités serait de pouvoir inviter nos concitoyens de l'Hexagone à avoir un autre regard sur les Outre-mer, et particulièrement d'avoir une prise de conscience réelle des inégalités au-delà de la vision carte postale? Je prends, quel Français de l'Hexagone sait qu'il y a des problèmes d'assainissement graves et d'eau à la Martinique? Qui sait qu'à Mayotte, les enfants, une demi-journée d'école, quand ils l'ont, en arrivant fatigués par des longs transports, en n'ayant parfois pas mangé? C'est des choses, ça paraît évident quand on en parle entre nous, mais à l'extérieur, personne ne le sait. Donc j'ai envie de dire, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un élément très important qui est un peu en amont de l'action publique à mener? Et la deuxième chose, c'est, pour vous, messieurs, quelle serait la première priorité de l'action publique à recommander pour lutter contre les inégalités? S'il n'y avait qu'une action à proposer en priorité, quelle serait la vôtre? Merci. Je vous laisse répondre, monsieur Guéry, à ces séries de questions.
Ouais, moi, je pourrais répondre que sur la dernière interpellation, parce que sur les autres, c'est lié au recensement de la population. Et moi, moi je suis un utilisateur et vraiment, on fait ce boulot de médiation entre les données qui nous sont fournies par l'INSEE et puis les collectivités locales. Alors, pour répondre à votre question, monsieur le sénateur, alors tout le travail qu'on a cherché à faire avec l'UNCAS, et l'UNCAS depuis maintenant 4 ans, à développer comme priorité justement la communication des réalités sociales ultramarines. Et il y a eu un vrai travail qui a été mené. Nous, au travers de l'analyse des besoins sociaux, notre objectif a toujours été de dire voilà les réalités sociales, voilà les enjeux sociaux, voilà les inégalités, voilà ce qui fait spécificité, voilà les différences qu'on peut avoir. On parlait des inégalités de revenus, des inégalités d'accès aux soins, des inégalités liées... Moi, par exemple, ce qui me marque beaucoup, c'est la question, bien sûr, de la réussite scolaire des enfants et l'avenir des enfants, l'environnement éducatif des enfants, leur capacité à se développer dans des logements qui ne sont pas du tout adaptés. Ça, on a des réalités sur lesquelles on a des chiffres, on a la capacité de communiquer. Maintenant, comment dire, le vecteur de communication, c'est pas nous. Je suis désolé, c'est pas nous. Nous, on peut vous dire... On peut vous donner les éléments. Moi, je publie des rapports pour les collectivités locales, mais des dizaines dans les collectivités locales ultramarines tous les ans. Maintenant, si on en a la propriété intellectuelle, la capacité à diffuser, à transformer ça en parole politique et en communication, c'est pas nous. Enfin, je pense que c'est aussi une responsabilité partagée. Comment les... Je suis désolé, je vais me permettre, et puis après, vous m'éjectez si je vous ai embêté, mais... comment dire, c'est pas que le public en général qui va avoir une image de carte postale, c'est aussi comment les élus, quand ils viennent dans l'Hexagone, sont en capacité de dire voilà les difficultés qu'on a, voilà les problématiques qu'on a. Comment est-ce qu'on est capable, quand on est élu de Guyane, de ne pas parler que de la fusée, mais de parler des milliers ou des dizaines de milliers de logements en bidonville que l'on a. Et est-ce qu'on en parle de cette réalité-là ? Moi, je peux vous le dire, la moitié des logements qui ne sont pas en dur à Mayotte. Ça, c'est l'INSEE qui nous le disait déjà dès 2017. On n'avait pas forcément besoin de plus pour dire « mais c'est un scandale ». C'est un scandale. Quand vous avez vu comment tous ces logements ont été soufflés au moment de Chido, mais c'est un vrai scandale. Maintenant, on peut le dire... L'INSEE nous le disait déjà, je veux dire, moi j'ai travaillé sur les données de 2017, j'ai cherché sans arrêt à les valoriser, elles sont quantitativement pas bonnes. Par contre, trouvez-moi, parce qu'on savait que depuis 2017 il s'est passé plein de choses et puis qu'on avait sans doute pas recensé toute la population, mais trouvez-moi à l'échelle de Mayotte un sondage qui touchait, à minima, les 2/3 de la population. On n'en avait pas d'autres. Et c'est quand même relativement fiable dans tout ce qu'on avait. Quand on trouvait sur Kungu 70%, ou à peu près 70% de la population qui était étrangère, je veux dire, même des fois, les élus semblaient découvrir que l'INSEE leur disait ça au travers du recensement de la population. Je trouve que des fois, on a aussi, comment vous, élus, vous vous appropriez les éléments. Nous, notre objectif, c'est d'en faire la médiation, donc quelque part, d'utiliser les données que met à disposition l'INSEE pour interpeller, et on le fait. Vous parliez tout à l'heure de la question des équipements. Oui, enfin, je veux dire, les défauts d'équipement et face au vieillissement de la population à La Réunion, en Martinique, c'est 3 fois plus fort en Martinique, puisque moi, pour avoir travaillé sur le nord Martinique, par exemple, on parlait du diabète tout à l'heure. Quand vous arrivez à Makuba à avoir 20% de la population qui est en ALD diabète, certes, c'est lié au vieillissement de la population, mais ça interpelle sur nos équipements, nos réponses, nos outils, voilà. Et je voulais juste dire que faut aussi que les élus s'appuient, utilisent. Moi, j'ai donc cette chance de travailler beaucoup avec les élus, les collectivités locales. Comment dire, c'est aussi maintenant aux élus locaux, quand ils arrivent dans l'Hexagone, de mettre une image de leur territoire qui n'est pas que la fusée, qui n'est pas que le développement économique, mais qui est aussi le développement des inégalités, les injustices sociales, les inégalités d'accès à l'éducation. Et je redis, ces inégalités d'accès à l'éducation, pour moi, c'est la question de l'avenir des enfants. Alors si vous me dites,
quelle politique publique mettre en œuvre? C'est l'éducation. C'est comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à prendre en charge, à avoir une prise en charge des enfants dans l'outre-mer qui soit la même que celle qu'on a dans l'Hexagone, c'est-à-dire en nombre de places d'accueil pour la petite enfance, en nombre de places chez les assistantes maternelles qui sont très faibles dans l'ultramarin, dans l'accompagnement scolaire, dans la mise à disposition d'espaces dans lesquels les enfants peuvent travailler en toute tranquillité, parce que dans la maison, c'est bien compliqué, on a des logements qui ne sont pas adaptés. Si je vous parle de Mayotte, je veux dire, il suffit de regarder le nombre d'enfants par chambre pour comprendre que c'est impossible de faire sa rédaction ou d'apprendre ses verbes irréguliers quand on est avec 3 frères et sœurs dans une même chambre, et des fois quand c'est de la terre battue et quand il pleut un peu trop, l'eau traverse le logement, quoi. Et ça, on le trouve en Guyane pareil, hein, je ne suis pas dans la caricature, c'est une réalité. Et c'est vrai que derrière, si vous voulez, si on ne prend pas en compte toute cette réalité-là, on n'arrivera pas à lutter contre les inégalités systémiques. Donc pour moi, la question, c'est l'enfance, l'adolescence. Il faut investir énormément là-dessus, quoi. Énormément. Monsieur Hernandez et Monsieur Kaufmann, vous... Je vais peut-être répondre rapidement, Madame la Présidente, aux questions de Monsieur le Ministre. Alors, la différence méthodologique principale, c'est que le recensement à Mayotte a été exhaustif, alors que, comme vous le savez sûrement, Monsieur le Ministre, dans le reste du territoire, il est basé sur un mélange de recensement exhaustif dans des communes de moins de 10 000 habitants et des enquêtes par sondage. Donc on a une situation extrêmement précise qui va sortir des chiffres de ce recensement, avec une population qui sera millésimée du 1er janvier 2026, alors que dans le restant du territoire, le chiffre sera du 1er janvier 2025. On aura à Mayotte un chiffre un peu plus frais et plus précis que ce qu'on peut l'avoir ailleurs dans le territoire, mais bien sûr que le chiffre qui est fait ailleurs est tout à fait aussi précis. Les difficultés, j'en citerai essentiellement 2. Il ne faut pas avoir une vision de bisounours sur ce recensement, ça a été dur. Le volume du travail a été compliqué à gérer pour les communes, pour l'INSEE aussi, mais pour les communes, elles n'y s'y attendaient pas. Et puis la difficulté a été de repérer les logements suite au passage de Chido, puisque notamment dans les quartiers de Banga, l'habitat a été complètement détruit, reconstruit. Enfin voilà, donc on a eu ces petites difficultés pour faire le recensement. Sur le chiffre ancien 2017, j'ai bien entendu, Monsieur le Ministre, effectivement, je l'ai dit dans mon propos liminaire, personne ne peut dire que sur un territoire où la démographie est aussi vive que Mayotte et où les flux migratoires sont aussi intenses qu'un chiffre de 2017 est adapté. Effectivement, c'est tout l'avantage de cette mission qui m'a été confiée. Sur le passage à... Alors, effectivement, pourquoi cette mission? Parce que, en fait, vous l'avez dit, Mayotte était rentré à la demande des élus sur un système identique à celui de la métropole. Alors, je ne vais pas rentrer parce qu'il est un peu tard dans la méthodologie statistique, mais pour faire le recensement comme en métropole et comme dans les autres ROM, il faut un cycle de 5 ans. On avait commencé en 2021, 22, 23, 24, et on devait faire la 5e levée qui devait nous permettre de produire des chiffres comme en métropole et comme dans les autres des ROM. Et malheureusement, l'enquête de 2025 n'a pas pu avoir lieu pour les causes que vous savez. Voilà, donc ce n'est pas un manque de moyens de l'INSEE, c'est vraiment qu'on n'a pas pu faire cette 5e levée, et avec les destructions de logements, avec les mouvements de population, tout ce qu'on avait pu faire avant était rendu caduc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fera de la suite? Alors, c'est pas moi qui décidera, puisque moi je ne suis qu'un fonctionnaire qui fonctionne. Il y a une commission nationale d'évaluation du recensement, comme l'a dit Patrick Hernandez, mon collègue. C'est eux qui prendront les décisions au vu du bilan qu'on fera de cette opération-là. Moi, je pense personnellement mais ça n'engage que moi, que faire un recensement exhaustif, c'est pas une bonne idée. C'est très compliqué, ça coûte excessivement d'argent, ça mobilise trop de moyens, et ça donne certes une photographie très précise, mais qui vieillit très, très rapidement dans un
Encore une fois, un territoire comme Mayotte. Et donc, dans le bilan qui m'appartient de faire et d'apporter au débat qui va avoir lieu avec les représentants, les élus, moi, je serais plutôt dans l'idée de revenir à des enquêtes par sondage, comme c'est le cas classique en métropole et dans les autres DROM. Voilà. Merci. Oui. Madame la rapporteure, vous voulez poser une question supplémentaire, je crois, ou des propos supplémentaires? Oui, je voulais simplement, merci Madame la Présidente, je voulais simplement redire le sens de cette commission d'enquête, à savoir qu'on travaille sur les inégalités systémiques et nous avons besoin de votre regard en tant que professionnel de la statistique pour savoir si les éléments dont on dispose, si les méthodes de calcul, si les moyens dont on dispose actuellement sont suffisants pour répondre à ces inégalités qui sont persistantes, dont on connaît les chiffres, et nous refusons de les entendre comme une fatalité. Moi, je tiens à redire que ces territoires d'outre-mer sont des terres de France depuis le XVIIe siècle, que nous sommes français depuis le XIXe siècle, et que, en l'état, il n'est pas possible de mener des politiques d'éducation comme si on s'adressait à une population étrangère. Et donc, c'est bien le sens, en fait, de nos travaux. C'est est-ce que les politiques publiques qui existent actuellement et qui sont déployées sur nos territoires sont adaptées à des Français qui sont français depuis 4-5 générations. C'est le sens de nos travaux. Et est-ce que c'est normal de vivre dans les conditions que vous nous décrivez quand on est citoyen français depuis 5 générations? Enfin, voilà, je voulais vraiment le dire. Et il y avait une question que je n'avais pas posée. Alors, vous n'en avez pas parlé non plus, mais c'est la question de la mortalité infantile. Vous parlez du vieillissement de la population, mais la mortalité infantile est particulièrement élevée dans tous les territoires d'outre-mer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les causes statistiques, les causes réelles de ces chiffres et comment fait-on? Est-ce que les politiques publiques en santé sont suffisantes pour répondre à ce problème? Merci. Oui, qui veut répondre en premier? Alors, je peux apporter un éclairage, même si la mortalité infantile, effectivement, a constitué un sujet sur lequel les statisticiens se sont portés, mais qu'elle est en constante diminution. Elle était due essentiellement au fait d'un retard dans l'accès aux soins en début de grossesse, d'une part. Il y avait un autre aspect qui était lié à la santé de la mère et à des difficultés pathologiques, des maladies pathologiques. Et d'autre part, un dernier point qui était les conditions d'habitation, notamment le fait que, contrairement à ce que disait la haute autorité de la santé, les enfants de bas âge ne devaient pas dormir avec leurs parents, mais sauf que lorsque les conditions de logement ne le permettent pas, les enfants nouveau-nés dorment avec leurs parents. Donc il y avait ces trois raisons. Ce système est en constante diminution par le biais de l'éducation des mères et le développement des cycles de formation dans les maisons de l'enfance, mère et enfant. Et donc ça, je pense que c'est un sujet, vous l'avez pointé, mais c'est un sujet qui est en constante diminution. Je voudrais, si c'est possible, effectivement, apporter aussi un autre point par rapport à la spécificité du recensement, lié au fait que en Guyane, on a des particularités géologiques et du terrain qui font qu'on est obligé d'adapter les méthodes, et c'est ce qui a été fait, à savoir que les zones d'écart le long du fleuve ou les zones dites de bidonville, d'habitat informel spontané, sont aussi enquêtées avec une méthode particulière, et c'est un aménagement de la méthode nationale qui a été apporté à la suite des remarques qui avaient été faites par le terrain, et c'est pour dire que le recensement est un objet qui certes est coûteux, mais qu'on aménage et qu'on améliore chaque année. Et je ne parle pas du recensement des orpailleurs qui fait l'objet d'un sujet particulier. En ce qui concerne les inégalités, alors c'est vrai qu'on a parlé
parlait de la politique de l'enfance et des enfants. Il y a un phénomène qu'on n'a pas cité non plus, c'est le phénomène de migration des jeunes pour poursuivre leurs études. Et donc, c'est vrai qu'ils quittent spontanément. C'est quelque chose qui est commun à tous les DROM, j'allais dire. On a vraiment une chute importante juste après le bac, même si l'offre de formation universitaire a été développée au fur et à mesure sur les premières années. Mais c'est vrai que lorsque les jeunes veulent poursuivre leurs études, ils quittent forcément le territoire. Et ce que l'on constate, c'est qu'ils ne reviennent pas. S'il y a quelque chose, alors je ne sais pas si ça peut relever d'une politique publique, mais ils ne reviennent pas parce qu'en ayant un diplôme très très élevé, ils ne trouvent pas forcément les emplois qui pourraient occuper en revenant. Il faut voir que je regardais sur les Antilles et la Guyane et la Réunion, on a moitié moins d'emplois de cadres que dans les régions hexagonales. On a davantage d'employés et moins de professions intermédiaires. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive à partir et à faire des études et qui a un diplôme +2 ou diplôme d'ingénieur ne pourra pas revenir, c'est sûr, sauf beaucoup plus tard. Et la politique publique, elle n'est pas vraiment pour eux, j'allais dire, c'est pour ceux qui restent. Et ce phénomène que l'on constate dans les DROM et qui est aussi celui que l'on voit dans les régions hexagonales pour lesquelles les jeunes quittent la campagne ou les petits pôles pour rejoindre des pôles universitaires et parfois pour ne pas revenir non plus. On a exactement les mêmes phénomènes dans le centre de la France ou dans l'ouest de la France. La question véritablement qui se pose, c'est comment faire en sorte que ces jeunes, on les rattrape, ceux qui sont restés, qui n'ont pas pu partir, comment on les garde lorsqu'ils sont décrochés et comment on les insère dans l'emploi, sachant qu'on est sur des petits marchés de l'emploi. Ce n'est pas seulement que des petits marchés intérieurs de consommation, ce sont aussi des petits marchés du travail où il faut nécessairement être très agile, très souple pour adapter le besoin d'emploi compte tenu de l'évolution des secteurs et du vieillissement de la population et du vieillissement des métiers et de l'offre de formation qui n'est pas toujours développée. Donc c'est vrai que si il devait y avoir, même si ce n'est pas mon rôle en tant que statisticien de faire des préconisations en matière d'orientation de politique publique, c'est le traitement des jeunes qui restent sur place sans rentrer sur le sujet qui est que lorsqu'ils sont sur place et qu'ils ne trouvent pas d'emploi, ils sont tentés de faire autre chose que d'en chercher un. Et ce qui les amène à faire d'autres choses. Je m'arrêterai là. Bien, merci. Alors, Monsieur Lurel aura peut-être une question, mais je pense qu'il faudra la faire par écrit peut-être et répondre à ce moment-là aussi par écrit, parce que nous avons une deuxième table ronde qui devait débuter à 19h30. Nous avons un petit peu dépassé le temps, un petit peu beaucoup même. Voilà, donc si je vous remercie, messieurs, pour vos propos. Et 1 minute pour la question et la réponse se fera par écrit. Alors, monsieur Lurel. Mais rapide, hein. La rapporteure ne cesse de rappeler les missions et les objectifs de notre mission. Alors, j'ai entendu un constat fait par les 3 audités, que nous avons les moyens, ce sont les mêmes éléments là-bas et en hexagone, sauf peut-être dans l'information économique. Or, quel est notre objet? Ce que dit la rapporteure, c'est d'avoir des éléments, et notamment des chroniques d'information et de chiffres. J'ai entendu le directeur dire que l'INSEE est financé notamment par la DGOM. Je rappelle, sans vouloir me tirer la couverture, qu'avec le directeur Tavernier, la direction nationale de l'INSEE ne finançait pas les Outre-mer, ou pas suffisamment. Et donc, c'est une convention qu'on a passée qui perdure, mais qui est, si j'ose dire, assujettie aux aléas budgétaires. S'il n'y a pas la DGOM, je ne suis pas sûr que l'INSEE pourra faire des choses. Par ailleurs, ce que fait l'INSEE, ce n'est pas régulier. Vous leur demandez, donnez-moi très rapidement un PIB. Demandez-moi un tableau entrée-sortie, une matrice interindustrielle. Ça n'existe pas, sauf s'ils me disent que ça existe. Ensuite, est-ce que nous pouvons exploiter pour la mission les chroniques Silk, enfin Europe Silk,
ou les enquêtes SRCV, donc les statistiques de revenus et de conditions de vie, qui sont permanentes, mais qui n'ont été généralisées qu'en 2022 pour les Outre-mer. Je prétends, monsieur le directeur, que l'INSEE aujourd'hui n'a pas une production régulière pour nous informer et pour décider en politique économique, qu'il y a des béances, et ensuite vous les produisez en retard. Si l'AFD n'est pas là pour produire des comptes régionaux, vous dites que c'est très bien, il n'y a pas ça ici, nous avons ça là-bas. Si on veut faire une statistique des pauvretés sur les 10 dernières années, c'est ce qui doit figurer dans notre rapport, je demande au directeur de nous fournir toutes les études sur les conditions de vie, sur la pauvreté, sur les inégalités, sur les coefficients de Gini, sur au moins une dizaine d'années. Avez-vous ça? J'aimerais savoir, moi, et vous avez ça, sur les flux monétaires. L'IEDOM, heureusement, existe. Mais l'IEDOM, c'est du monétaire. Mais en information économique, vous avez un déficit considérable. Et ça aussi, c'est une inégalité de traitement. Donc voilà, malheureusement, je pose la question là, on me dit de faire vite, mais j'estime que ce que vous dites, c'est parce qu'il y a la DGOM, à l'époque c'était 90 000 euros, vous ne produisez pas en régularité, et pardonnez-moi, je pense qu'en qualité. Et quand on s'adresse à l'INSEE, je suis obligé de dire ça, c'est aveugle, vous n'avez pas la réponse. Sinon, ah ouais, mais ça prend du temps, on va produire un PIB 2 ans après ou 3 ans après, ça ne sert plus à rien. Si on veut en actualisation avoir des chiffres, eh bien l'INSEE nous dit, je n'ai pas les moyens comme je peux l'avoir. Par exemple, le budget des ménages, vous faites ça tous les combien? Moi, j'aimerais savoir. Est-ce qu'on a en régularité? Ensuite, si je vous dis, est-ce que vous utilisez les méthodes de l'Office de la formation des prix et des marges? La minute est dépassée, monsieur Lurel. Oui. Est-ce que vous avez ça sur tous les intrants, sur tous les produits intermédiaires, sur tous les produits alimentaires pour que nous puissions lutter contre la hausse des prix? Vous ne l'avez pas apparemment, ou alors vous ne le diffusez pas. Voilà. Alors, monsieur Hernandez, brièvement, puis après, je pense que vous compléterez par écrit toutes les questions. Je pense que ça sera beaucoup mieux, parce qu'on n'aura vraiment pas le temps. Je m'en excuse. Non, je comprends. Je répondrai à monsieur le ministre par écrit, mais je tiens quand même à le rassurer sur un fait, c'est que nous produisons des comptes économiques annuels, avec des comptes économiques définitifs, semi-définitifs et rapides, qui montrent qu'on a une chronique très ancienne de ces comptes depuis 20 ans et que l'on diffuse chaque année en septembre et bientôt en juillet sur les différents tableaux sectoriels. Donc c'est vrai que on les diffuse, on en fait des publications qu'on met à disposition de l'ensemble des acteurs publics et du grand public sur notre site. Deuxième point, c'est que tous les travaux sont faits en partenariat avec des collectivités locales ou les services de l'État, je l'ai dit, pour autant qu'ils aient envie de travailler avec nous. Et c'est parfois pas le cas. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à trouver un moyen de communiquer ensemble. Je répondrai pas point par point, effectivement, sur les différents éléments. Il y a certains auxquels je vais répondre positivement, d'autres, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas des informations sur les revenus et donc sur le niveau de pauvreté, compte tenu de la défaillance des sources administratives. Et on ne peut pas faire d'enquête chaque fois. L'INSEE doit faire un effort. Bien, nous allons clôturer cette table ronde. Donc, messieurs, je vous remercie pour vos propos qui nous ont quand même éclairés. Et bon, je vous réitère aussi la demande de compléter, si le besoin en était, par écrit, vos propos. Merci. Il faut documenter. Et bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. C'est pas ça.
se fout de ma gueule. Voilà. Non, je suis déçu. Bien. Alors nous voilà, mes chers collègues, pour notre deuxième audition. Alors excusez-nous, messieurs, nous avons pris un petit peu de retard. On vous a fait attendre. Vous nous entendez? Et oui, et madame, on la voit pas, madame, madame Desmazures n'est pas là. On l'a pas non plus. Sur le côté, là, on voit, tu vois, sur le côté, il y a elle est connectée. Elle est connectée, oui. Mais on l'a pas, elle a peut-être Peut-être que sa caméra. Madame Desmazures, vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Bonjour, je vous entends. Je vous remercie. Donc, mes chers collègues,